Vous aviez une phrase simple, une seule. Pas une accusation, pas un procès, pas une scène. Juste quelques mots qui tournèrent dans votre tête depuis des heures, peut-être depuis plusieurs jours. Vous vous étiez dit que cette fois, vous alliez les dire calmement, sans hausser la voix, sans trembler, sans vous perdre. Alors, vous attendez le bon moment. La cuisine est presque silencieuse. 2 tasses sont posées sur la table. Une lumière froide tombe sur le carrelage. Vous le regardez et vous dites enfin « Pourquoi tu as fait ça ?» ou peut-être « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» ou encore « Pourquoi tu m'as répondu comme ça hier soir ?» C'est clair, c'est court, c'est précis. Mais en face de vous, quelque chose bouge. Pas beaucoup, juste assez. Il ne reste pas là où vous venez de poser la lumière. Il vous regarde. Puis il dit « Déjà, pourquoi tu me parles sur ce ton ?»« Oh, tu choisis toujours le pire moment. Oh, et toi, tu crois que tu es parfait. Oh, franchement, on ne peut jamais discuter avec toi. » Et là, sans même vous en rendre compte, vous quittez votre point de départ. Vous commencez à expliquer votre ton, puis le moment que vous avez choisi, puis la raison pour laquelle vous avez attendu, puis le fait que vous ne vouliez pas l'attaquer, puis une erreur que vous avez faite il y a 3 mois, puis votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière de ressentir. 10 minutes plus tard, vous ne parlez plus de ce qu'il a fait. Vous êtes en train de vous défendre. Et ce que vous aviez posé au milieu de la pièce a disparu. C'était pourtant là, simple, précis, vivant. Mais cela a quitté la table. Pas parce que ce n'était pas important, parce que quelqu'un l'a déplacé. Phrase après phrase, détour après détour, jusqu'à ce que vous soyez trop loin pour vous souvenir de l'endroit exact où tout avait commencé. Ce type d'échange laisse une fatigue particulière. Ce n'est pas seulement la fatigue de parler, c'est la fatigue d'avoir suivi trop de couloirs, trop de portes, trop de directions qui n'étaient pas les vôtres, et de sortir de là avec une sensation étrange. Vous avez parlé longtemps, vous avez entendu beaucoup de mots, vous avez répondu à beaucoup de choses, mais le centre était resté vide. Et c'est précisément là que commence cette vidéo. Pas dans le silence, pas dans le cri, pas dans une insulte évidente, mais dans cette manière fine de faire dévier la conversation chaque fois qu'elle s'approche trop près de la vérité. Parce qu'il existe des gens qui ne fuient pas en partant. Ils restent, ils parlent, ils argumentent, ils ouvrent d'autres pistes, ils posent d'autres questions, ils ressortent d'anciens dossiers, ils commandent votre ton, ils analysent votre caractère, ils parlent beaucoup, mais ils ne répondent pas. Et parfois, c'est cela qui trouble le plus. À la surface, l'échange continue. Il y a des mots, il y a du mouvement, il y a même une forme d'intensité. Mais au centre, il n'y a plus rien. Le point important a été poussé sur le côté, comme une chaise qu'on écarte doucement de la table. Et si vous ne reconnaissez pas ce moment, vous pouvez passer des années à croire que vous ne savez pas communiquer. Alors que le problème n'est peut-être pas votre manière de parler. Le problème, c'est que chaque fois que vous placez quelque chose de clair devant l'autre, quelqu'un change l'endroit où cela doit atterrir. Il faut être précis ici. Toutes les conversations ne restent pas parfaitement droites. Parfois, 2 personnes fatiguées se mélangent. Parfois, quelqu'un répond maladroitement. Parfois, un détail en appelle un autre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de condamner chaque détour. Il ne s'agit pas de dire qu'une personne qui change une fois de direction vous manipule. Non. Ce qui compte, c'est le pattern, la répétition, le moment, la manière quand l'échange devient flou seulement lorsque la responsabilité devient proche. Quand vous pouvez parler de tout, sauf de ce que vous venez de nommer. Quand la conversation garde du mouvement, mais perd toujours son centre. Là, il faut regarder plus attentivement. Parce qu'une déviation n'a pas toujours l'air brutale. Elle peut ressembler à une remarque, à une précision, à une objection, à une ancienne blessure qu'on remet soudain sur la table. Mais son effet est toujours le même. Vous vous éloignez, vous perdez la ligne, vous entrez dans un autre débat et le fait initial reste intact. Sans lumière, sans réponse. La déviation commence souvent au moment exact où la responsabilité devient trop proche. Elle commence quand votre phrase touche quelque chose que l'autre ne veut pas regarder. Alors il ne casse pas forcément l'échange. Il le déplace. C'est différent. Et c'est plus difficile à voir. Une personne qui vous ignore complètement, vous pouvez finir par le nommer.
Une personne qui vous insulte, vous entendez la violence dans les mots. Mais une personne qui dévie vous donne parfois l'impression qu'elle participe encore. Elle parle, elle réagit, elle semble présente. Seulement, elle n'est jamais présente au bon endroit. Elle est autour, jamais au centre. Et vous, si vous êtes de bonne foi, vous suivez. Vous suivez parce que vous voulez être juste. Vous suivez parce que vous ne voulez pas blesser. Vous suivez parce que vous vous dites « Peut-être que mon ton était mauvais. Peut-être que le moment était mal choisi. Peut-être que je dois traiter ce qu'il vient de dire avant de revenir au reste. » Et c'est là que vous commencez à vous perdre. Le premier signe est simple. Vous parlez d'un fait. Il parle de votre ton. Vous dites « Hier soir, quand tu es parti sans prévenir, ça m'a fait quelque chose. » Et il répond « Tu entends comment tu me parles ?» Vous dites « J'aurais aimé que tu me dises la vérité. » Et il répond « Déjà calme-toi. » Vous dites « Pourquoi tu as pris cette décision sans m'en parler ?» Et il répond « On dirait toujours que tu m'attaques. » Regardez bien ce qui vient de se passer. Ce n'est plus son geste qui est sur la table. C'est votre manière de le dire, votre voix, votre visage, votre timing, votre intensité, votre formulation. Bien sûr, votre ton peut être imparfait. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez chercher vos mots, vous pouvez avoir une tension dans la voix. Mais votre ton ne doit pas servir à faire disparaître ce que vous venez de nommer. C'est là que beaucoup de personnes se font piéger. Elles entendent « ton ton n'est pas bon ». Alors, elles essaient de le corriger. Elles recommencent. Plus doucement, plus prudemment. Elles choisissent d'autres mots. Elles s'excusent de presque d'avoir parlé. Elles disent « D'accord, peut-être que je l'ai mal dit. Je ne voulais pas te parler comme ça. Ce n'est pas contre toi. » Et pendant qu'elles réparent la forme, le fond disparaît. Ce n'est pas que la forme n'a aucune importance. Dans une relation saine, la manière de parler compte. Mais elle ne sert pas à enterrer ce qui dérange. On peut dire « Je me suis senti attaqué, mais je comprends que tu essaies de me dire quelque chose. » On peut dire « Je veux bien parler de ton ton, mais je ne veux pas éviter ce que tu viens de nommer. » On peut rester devant le fait. La déviation, elle, fait autre chose. Elle prend un détail autour de votre phrase et le transforme en centre de la pièce. Comme si une fenêtre était ouverte et que l'autre passait tout son temps à parler de la couleur du rideau pour ne pas regarder ce qu'il y a dehors. Le deuxième signe apparaît quand l'autre ouvre un vieux dossier au moment exact où vous parlez du présent. Vous dites « Tu avais dit que tu serais là. » Et il répond « Et toi, la dernière fois, tu as oublié ce que tu avais promis. » Vous dites « J'ai besoin de comprendre pourquoi tu as caché ça. » Et il répond « Tu veux vraiment qu'on parle de tout ce que toi tu fais ?» Vous dites « Ce que tu as dit m'a blessé. » Et il répond « Ah oui? Et quand toi tu m'as parlé comme ça l'année dernière, le passé peut être important. Vos erreurs peuvent exister. Vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. Mais une erreur ancienne ne doit pas apparaître uniquement comme un écran de fumée chaque fois qu'un fait actuel devient trop direct. À ce moment-là, le vieux dossier n'est pas ouvert pour être compris. Il est ouvert pour fermer celui qui est devant vous. C'est une manœuvre efficace, surtout si vous êtes quelqu'un qui veut être honnête. Vous allez reconnaître votre part. Vous allez dire « Oui, c'est vrai, j'ai fait ça ». Vous allez expliquer le contexte. Vous allez vous défendre. Vous allez peut-être même vous excuser. Et pendant ce temps, le point de départ attend dans un coin. Personne ne le touche plus. Personne ne le regarde. La conversation s'est déplacée vers vous, pas vers le fait, pas vers la promesse, pas vers la parole donnée, pas vers la responsabilité présente, vers vous. Et si cela se répète, vous finissez par avoir peur de parler. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que chaque tentative devient une porte vers un tribunal sur votre propre passé. C'est épuisant, parce que vous ne cherchez plus seulement à comprendre. Vous devez d'abord prouver que vous avez encore le droit de demander. Le troisième signe est plus froid. Vous parlez d'un moment précis, et l'autre répond par un jugement général sur votre caractère. Vous demandez « Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Il répond « Tu veux toujours tout contrôler ?» Vous demandez « Pourquoi tu as parlé de moi comme ça ?» Il répond « Tu cherches toujours les problèmes. » Vous demandez « Pourquoi tu as fait comme si mon avis ne comptait pas ?» Il répond « Tu es impossible. » La mécanique est simple. Vous parlez d'un acte. Il parle de votre personnalité. Vous parlez d'un moment. Il parle de ce que vous êtes. Vous demandez une explication. Il vous donne une étiquette. Et une étiquette est beaucoup plus difficile à tenir qu'un fait.
Un fait peut être regardé, il peut être situé, il peut être repris. T'as dit ça, tu as fait ça, tu n'étais pas là, tu as décidé sans moi, mais une étiquette vous engloutit. Tu es trop, tu es toujours, tu ne supportes jamais, tu veux tout, tu fais tout le temps. Ces phrases ne répondent pas. Elles agrandissent le champ jusqu'à ce que vous ne sachiez plus par où entrer. Au lieu de rester sur une scène précise, vous voilà obligé de défendre votre identité entière. Vous devez prouver que vous ne voulez pas tout contrôler, que vous ne cherchez pas toujours les problèmes, que vous n'êtes pas impossible, que vous n'êtes pas cette personne qu'ils viennent de dessiner en 3 mots. Et plus vous essayez de prouver que vous n'êtes pas cela, plus vous vous éloignez de ce que vous aviez nommé. C'est comme si vous aviez posé un verre sur la table et que l'autre renversait toute une armoire autour de lui. Le verre est toujours là, mais vous ne le voyez plus. Quand une phrase précise devient un procès contre votre caractère, le déplacement a déjà eu lieu. Et cela finit par vous marquer. À force, vous ne préparez plus seulement ce que vous voulez dire, vous préparez aussi votre défense. Avant même de parler, vous imaginez déjà ce qu'il va faire de vos mots. Vous choisissez chaque terme. Vous contrôlez votre visage. Vous adoucissez la phrase. Vous retirez ce qui pourrait être mal pris. Vous commencez par 1000 précautions. Et malgré tout, tout glisse. Parce que le problème n'est pas seulement votre formulation. Le problème est que l'autre ne veut pas rester devant ce qu'elle contient. Le 4e signe, ce sont les questions qui vous font tourner en rond. Vous demandez « Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ?» Et il répond « Pourquoi tu me demandes ça maintenant ?» Vous demandez « Est-ce que tu comprends que ça m'a blessé ?» Il répond « Qui t'a mis ça dans la tête ?» Vous demandez « Pourquoi tu as changé de version ?» Il répond « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Vous demandez « Est-ce que tu peux être clair ?» Il répond « Tu veux quoi exactement ?» Une question peut être saine. Elle peut clarifier, elle peut aider 2 personnes à se comprendre. Mais certaines questions ne cherchent pas la clarté. Elles servent à vous déplacer. Elles ne vous rapprochent pas du centre. Elles vous éloignent de votre position. Vous aviez demandé quelque chose. Maintenant, vous devez justifier pourquoi vous le demandez. Pourquoi maintenant? Pourquoi avec ces mots? Pourquoi après autant de temps? Pourquoi cela compte encore? Pourquoi vous ne pouvez pas simplement passer à autre chose? Et soudain, ce n'est plus l'autre qui doit rester devant le fait. C'est vous qui devez expliquer pourquoi vous avez osé l'amener sur la table. C'est un renversement discret, presque élégant, parce qu'il ne ressemble pas toujours à une attaque. Il ressemble à une conversation. Mais à l'intérieur, la direction a changé. Vous n'êtes plus en train d'obtenir de la clarté. Vous êtes en train de demander l'autorisation de poser ce que vous portez. Et si vous avez déjà vécu cela, vous connaissez cette sensation. Votre tête devient lourde. Vous essayez de garder le fil. Vous vous dites « Attends, ce n'était pas ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Comment on est arrivé là ?» Mais vous continuez. Parce que vous voulez être clair, parce que vous voulez être juste. Parce que vous pensez que si vous répondez à toutes les branches, l'autre finira par revenir au tronc. Seulement parfois, il n'y a pas de tronc. Il n'y a que des branches. Chaque précision ouvre une autre précision. Chaque justification devient un nouveau couloir. Et le chemin du retour devient plus difficile. Il y a un 5e signe. Il arrive après, quand la conversation est terminée, quand la porte s'est refermée, quand les tasses sont encore sur la table, quand le bruit de l'autre pièce semble trop fort. Vous restez là. Vous êtes fatigué, pas seulement triste, pas seulement en colère, fatigué d'une manière confuse. Vous repassez l'échange dans votre tête. Vous vous souvenez de votre tension. Vous vous souvenez d'avoir expliqué. Vous vous souvenez d'avoir corrigé une phrase. Vous vous souvenez d'avoir répondu à une accusation. Vous vous souvenez d'un vieux dossier qui est revenu. Vous vous souvenez d'avoir dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Attends, laisse-moi finir. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. Mais il manque quelque chose. La clarté, vous ne savez toujours pas pourquoi il a fait ça. Vous ne savez toujours pas pourquoi il a changé de version. Vous ne savez toujours pas pourquoi il a décidé sans vous. Vous ne savez toujours pas pourquoi il vous a parlé de cette manière. Vous avez traversé toute une conversation, mais vous revenez avec les mains vides. C'est un signe important. Parfois, le plus clair n'est pas ce qui a été dit, c'est ce qui n'a jamais été affronté. Vous sortez de là épuisé, mais sans lumière. Et ce vide-là n'est pas un détail. Il montre que l'échange n'a pas servi à éclairer le centre. Il a servi à l'entourer, à tourner autour.
à mettre du bruit autour de la vérité, il faut le dire simplement, ce n'est pas le silence, c'est le bruit autour de la vérité. Et ce bruit peut être très convaincant. Il peut prendre la forme d'arguments, de reproches, de questions, d'anciennes histoires, de phrases longues, de soupirs, de détails, de nuances. Tout cela peut donner l'impression qu'une vraie discussion a eu lieu. Mais une vraie discussion ne se mesure pas au nombre de mots. Elle se mesure à la capacité de rester avec ce qui compte. Si vous parlez d'un fait et qu'à la fin personne ne l'a regardé, l'échange a échoué. Ou il a réussi. Mais pas pour vous. Il a réussi pour celui qui voulait éviter le centre. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien? Parce qu'elle utilise quelque chose de bon en vous. Votre désir d'être juste, votre envie de ne pas blesser, votre besoin de comprendre, votre volonté d'entendre l'autre côté, votre peur d'être injuste, votre peur de parler trop durement, votre peur de devenir ce que vous ne voulez pas être. Alors, quand l'autre dit « ton ton n'est pas bon », vous baissez le ton. Quand il dit « et toi t'as fait ça aussi », vous regardez votre part. Quand il dit « tu veux toujours tout contrôler », vous essayez de prouver que ce n'est pas vrai. Quand il ouvre 5 pistes, au lieu d'en regarder une seule, vous les suivez toutes. Et chaque fois, vous pensez faire quelque chose de sain. Vous pensez ouvrir un dialogue. Vous pensez montrer que vous êtes capable d'entendre. Mais dans certaines mains, votre bonne foi devient une corde. On ne vous tire pas violemment. On vous fait avancer doucement dans une direction qui n'était pas la vôtre. Votre envie d'être juste devient le chemin par lequel on vous éloigne de ce qui compte. Cela ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela ne veut pas dire que vous êtes naïf. Cela veut dire que vous essayez encore de parler avec quelqu'un qui utilise la conversation autrement que vous. Vous l'utilisez pour rejoindre la vérité. L'autre l'utilise peut-être pour ne pas y rester. C'est une différence immense, et tant que vous ne la voyez pas, vous pouvez vous accuser vous-même. Vous pouvez vous dire « Je n'ai pas su m'exprimer. Je me suis mal expliqué. J'aurais dû être plus calme. J'aurais dû choisir un autre moment. » Bien sûr, vous pouvez toujours améliorer votre manière de parler. Mais parfois, ce n'est pas votre phrase qui échoue. C'est l'espace en face qui refuse de la recevoir. Alors, comment reconnaître le moment où tout dévie? Il existe 3 repères simples. Pas pour juger l'autre trop vite. Pas pour transformer chaque échange en stratégie. Mais pour retrouver le fil quand tout devient flou. Premier repère, est-ce qu'il reste avec ce que je viens de dire? Pas est-ce qui parle? Pas est-ce qu'il réagit? Pas est-ce qu'il a l'air blessé, agacé, surpris? Est-ce qu'il reste avec ce que je viens de dire? Deuxième repère, est-ce que tout vient de passer de son acte à ma manière de parler? Parce que si, chaque fois que vous nommez un fait, vous vous retrouvez à défendre votre ton, il y a un déplacement. Troisième repère, est-ce que je suis en train de défendre mon droit d'amener cela sur la table? Si vous êtes déjà en train d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas trop dur, pourquoi vous n'êtes pas injuste, pourquoi vous n'attaquez pas, alors le centre a peut-être été déplacé. La vraie question n'est pas « est-ce que la conversation continue ?» La vraie question est « est-ce qu'elle est encore au bon endroit ?» Parce qu'une conversation peut durer longtemps tout en étant déjà perdue. Elle peut durer 1 heure. Elle peut sembler intense, elle peut même avoir l'air profonde. Mais si elle ne revient jamais à ce qui avait été posé au départ, elle devient un labyrinthe. Et dans un labyrinthe, plus vous courez, plus vous vous fatiguez. Ce que vous pouvez apprendre, ce n'est pas à parler plus fort. Ce n'est pas à gagner. Ce n'est pas à piéger l'autre. Ce n'est pas à devenir froid à votre tour. Ce que vous pouvez apprendre, c'est à revenir. Revenir au centre. Revenir au fait. Revenir à la phrase simple que vous aviez posée au début. Cela peut ressembler à ceci. Je comprends que tu veuilles parler de mon ton, on pourra le faire. Mais là, je parlais de... Ou, ce que tu dis sur le passé est important, mais cela ne change pas ce que je viens de nommer. Ou, je ne veux pas partir dans une autre direction maintenant. Ou, je te parle de quelque chose de précis. Ces phrases ne sont pas magiques. Elles ne forcent personne à être honnête. Elles ne transforment pas l'autre. Mais elles vous aident à voir, elles vous permettent d'entendre si l'autre accepte de revenir ou s'il continue à déplacer la porte. Revenir au centre, ce n'est pas être dur, c'est refuser de se perdre. Et parfois, cela suffit à révéler beaucoup. Une personne de bonne foi peut dire « D'accord, revenons à ce que tu voulais dire. » Elle peut être maladroite, elle peut être mal à l'aise, elle peut avoir besoin d'un moment. Mais elle revient, elle accepte que le fait existe. Elle accepte qu'il reste dans la pièce.
Une personne qui ne veut pas le regarder continue à ouvrir d'autres portes. Elle parle de votre ton, puis de votre passé, puis de votre caractère, puis du moment, puis de sa fatigue, puis de tout ce qui existe autour, sauf du centre. Et là, il faut comprendre quelque chose de froid. Si vous revenez plusieurs fois au même endroit et que l'autre s'en éloigne chaque fois, vous avez déjà reçu une information. Pas celle que vous vouliez, mais une information quand même. Vous voyez que cette vérité ne peut pas rester debout entre vous deux. Vous voyez que le centre doit toujours être déplacé. Vous voyez que ce que vous portez n'a pas le droit d'exister longtemps. Parfois, l'absence de clarté est déjà une forme de réponse, surtout quand elle se répète. Pas une réponse respectueuse, pas une réponse qui répare, mais une réponse sur la relation elle-même, sur ce qui est permis, sur ce qui ne doit jamais être regardé trop longtemps. C'est dur à accepter, parce que vous aimeriez qu'il suffise de mieux parler. Vous aimeriez trouver la bonne phrase, le bon moment, le bon ton, la bonne manière. Vous aimeriez croire qu'il existe une version de vos mots qui ferait enfin rester l'autre devant la vérité. Mais parfois, le problème n'est pas que vous n'avez pas trouvé la bonne porte. Le problème, c'est que quelqu'un déplace la porte chaque fois que vous vous en approchez. Et si vous ne voyez pas cela, vous allez continuer à chercher. Encore et encore, vous allez refaire la scène dans votre tête. Vous allez préparer une nouvelle manière de dire les choses. Vous allez supprimer un mot, ajouter une nuance, choisir un moment plus calme, attendre un meilleur soir. Vous allez vous dire « cette fois, je vais le dire parfaitement ». Mais une phrase parfaitement posée peut encore être évitée par quelqu'un qui ne veut pas rester devant ce qu'elle révèle. C'est une phrase difficile, mais elle peut vous rendre la réalité. Vous n'avez pas besoin de porter toute la responsabilité d'un échange qui se déplace chaque fois que vous touchez le centre. Vous pouvez regarder la scène autrement. Vous pouvez vous demander « est-ce que je suis vraiment entendu ? Est-ce que nous sommes encore au bon endroit ? Est-ce que cette personne reçoit ce que je dis ou est-ce qu'elle remplit l'espace ? Remplir l'espace n'est pas répondre. Parler longtemps n'est pas répondre. Soulever 10 autres pistes n'est pas répondre. Vous faire défendre votre ton n'est pas répondre. Vous faire défendre votre caractère n'est pas répondre. Vous faire voyager dans tout votre passé n'est pas répondre. Répondre, c'est accepter de rester quelques instants devant ce qui dérange. Même si c'est inconfortable. Même si cela oblige à reconnaître quelque chose, même si cela demande du courage. Une relation saine ne répond pas toujours parfaitement, mais elle ne fuit pas systématiquement le centre. Elle peut faire une pause, elle peut dire « je ne sais pas quoi dire maintenant », elle peut dire « j'ai besoin d'y réfléchir », elle peut dire « c'est difficile à entendre », mais elle ne vous force pas à courir derrière 10 portes pour oublier la première. La prochaine fois que cela arrive, ne vous précipitez pas. Observez, écoutez le mouvement. Pas seulement les mots, regardez où la conversation va. Regardez ce qu'elle évite. Regardez ce qui devient soudain important au moment où vous touchez quelque chose de vrai. Votre ton, votre passé, votre caractère, votre timing, votre sensibilité, votre manière de demander. Tout cela peut avoir une place, mais pas à la place de la vérité. Gardez cela en tête. Pas pour devenir dur. Pas pour devenir fermé, pas pour refuser toute nuance, mais pour ne plus disparaître dans le détour. Vous avez le droit de poser quelque chose de clair. Vous avez le droit de rester avec ce que vous avez nommé. Vous avez le droit de dire « ce n'est pas là que je voulais aller ». Vous avez le droit de revenir, encore une fois, calmement, sans courir, sans vous justifier pendant 1 heure, sans suivre chaque branche. Parce que parfois, la chose la plus importante dans une conversation n'est pas de traiter toutes les pistes ouvertes par l'autre. C'est de ne pas perdre la première porte. Imaginez une dernière fois la scène. La cuisine, la table, les 2 tasses, la lumière froide, la pluie contre la vitre. Vous dites ce que vous aviez gardé trop longtemps. L'autre essaie d'aller ailleurs. Avant, peut-être, vous auriez suivi. Vous auriez expliqué, vous auriez corrigé votre voix. Vous auriez défendu votre intention. Vous auriez ouvert les vieux dossiers. Vous auriez traversé tout le labyrinthe. Cette fois, vous ne courez pas. Vous regardez simplement le déplacement. Vous le voyez comme on voit une chaise glisser sans bruit sur le sol. Comme on voit une porte bouger d'1 centimètre dans un couloir sombre. Vous entendez la conversation changer de pièce. Et vous ne la suivez pas tout de suite. Vous restez là, près de la table, près des 2 tasses. Près de ce que vous aviez enfin osé poser,
puis vous revenez. Ce que je voulais dire, c'est il y a une force très calme dans cette phrase. Pas une force agressive, pas une force spectaculaire, une force presque invisible. La force de quelqu'un qui ne se laisse plus emmener loin de ce qu'il vient de voir. Peut-être que l'autre reviendra. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être qu'il ouvrira encore une autre porte. Un vieux reproche. Une remarque sur votre ton. Une phrase sur votre caractère. Un soupir. Un détour. Mais vous aurez compris quelque chose. Vous n'avez pas perdu la conversation parce que vous ne saviez pas parler. Vous l'avez perdue parce que quelqu'un déplaçait la porte chaque fois que vous vous en approchiez. Et une fois que vous voyez cela, vous n'êtes plus au même endroit. Vous pouvez arrêter de poursuivre chaque détour. Vous pouvez arrêter de croire que tout dépend de la perfection de vos mots. Vous pouvez arrêter de vous accuser d'être confus dans un échange construit pour le devenir. La vérité n'a pas besoin que vous couriez dans tous les couloirs. Elle a besoin que vous vous souveniez de l'endroit où vous l'avez posée. Alors la prochaine fois, ne suivez pas toutes les portes. Restez un instant devant celle que vous aviez ouverte. Regardez si l'autre accepte d'y entrer. Et s'il continue à déplacer le passage, ne confondez plus le mouvement avec une réponse.